Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 12 mars et évidemment en ouverture du jour, nous allons parler du match du Paris Saint-Germain. Un PSG qui fait plaisir à voir, un PSG qui balaie les doutes, un PSG que j'ai trouvé pleinement convaincant. Certains résument ça à l'entrée fabuleuse de Kvaratskhelia, mais de mon côté, j'ai pu me réjouir à plus d'un titre et du coup, je vous parlerai de tout ça. On parlera d'un sujet moins réjouissant avec le match d'Arsenal qui a fait une contre-performance du côté de Leverkusen et puis la folle aventure de Bodo Glimt continue, cette fois une victoire face au Sporting. On enchaînera ensuite avec des sujets non-match, on évoquera petit 1 l'Iran et sa non-participation à la Coupe du Monde 2026, sans surprise, et petit 2 le badge de lutte contre l'homophobie de la Ligue 1 qui va être modifié. J'ai envie de râler, je vais râler. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Kvara exceptionnel, 5 buts collés à Chelsea et pourtant Dieu sait que les Blues sont une grosse équipe, sont une équipe dominante, sont une équipe forte et qu'il ne faut pas minimiser cette performance. Je considère qu'on a vu la meilleure version du PSG qui était de retour, de quoi se réjouir pour les supporters, mais surtout ce que j'ai envie de souligner, c'est que les mots qu'on a vus dernièrement du PSG, les mots MOUX, ont été relativement bien balayés. Voici les compos qui étaient alignés et j'ai entendu des commentaires assez durs sur la prestation des Parisiens alors qu'à mes yeux, tous ont été bons. Alors à la limite, je peux nuancer un petit peu sur deux joueurs. Petit 1 Marquinhos, je vais pas trop appuyer, je pense qu'un jour j'en ferai un sujet dédié parce que ouais, j'ai un petit problème avec Marquinhos depuis déjà pas mal de temps, j'ai l'impression qu'il a 40 ans alors que finalement c'est un défenseur central trentenaire qui est censé être dans la fleur de l'âge et Nuno Mendes a pas sorti sa meilleure prestation avec notamment quelques moments d'absence. Mais en dehors de ça, il y a au contraire des Parisiens que je considère comme une bonne surprise. Si on prend João Neves par exemple, alors c'est pas une surprise dans l'absolu que ce soit un bon joueur bien évidemment, mais c'est un joueur qui a été absent, qui fait son retour sans passer par le petit bain. Là il est directement balancé en pleine mer, en avis de tempête, et le mec a beau être sur le retour, il a été absolument excellent. C'est la même chose pour Ousmane Dembélé, que j'ai vraiment trouvé bon dans son match, et à la limite on peut pinailler un peu sur Désiré Doué, qui est assez irrégulier dernièrement, parfois très bon, parfois un peu frustrant, mais là j'ai quand même trouvé qu'il apportait beaucoup. Et que dire de l'entrée de Kvara, qui évidemment est l'homme qui va changer le match, 2 buts, une passe décisive, mais surtout absolument rien acheté dans son match. Chaque prise de balle était synonyme de danger. Si t'es supporter de Chelsea, que t'es devant le match, que tu vois Kvara prendre la balle, t'es en mode je me sens pas bien, il y a du danger. Du côté de Chelsea, t'as eu un Enzo Fernandez qui a sorti un bon match, même s'il a été aussi insupportable qu'à l'habitude, avec notamment une remarque sur le badge de Coupe du Monde des clubs à Désiré Doué. J'ai été un peu déçu par Cole Palmer qui s'est retrouvé à pas être très présent dans les zones de danger. Tu sens que son utilisation, c'est pas là où il a la capacité à le plus briller, mais de manière générale, moi ce qui me scotche, c'est l'efficacité parisienne. Il y avait beaucoup de matchs où tu sortais avec une tonne de buts attendus sans but réel. Là c'est l'inverse, en termes d'expected goals, le PSG était très faible à 0,90 et malgré tout ils arrivent à te sortir 5 buts réels, 9 tirs, 5 buts, enfin franchement exceptionnel. Un grand Paris Saint-Germain, des joueurs qui étaient au rendez-vous, que ça fait plaisir. Bon, est-ce que Arsenal est retombé dans sa tendance absolument dramatique à choquer, à être décevant au cours des rencontres qui comptent? C'est un 1-1 qui est signé à Leverkusen, une contre-performance, mais c'est pas non plus dramatique, évidemment, le match au retour est à la maison pour les Gunners, t'as du talent dans ton équipe, tu as quand même de belles chances de te qualifier, mais j'ai quand même été immensément déçu par la prestation des joueurs. Voici les compos qui étaient alignés. J'ai envie de faire des blagues sur Gyökeres qui me déçoit à chaque fois, c'est un petit peu mon vilain petit canard, mais je vais être honnête, c'est pas du tout Gyökeres le problème au cours du match. En fait, Gyökeres est un attaquant qui, au-delà de son côté bon ou pas bon, est un attaquant qui a un profil qui est pas autosuffisant. C'est pas dramatique, mais ça veut dire qu'il est très tributaire du reste de l'équipe. Et là, est-ce que Saka a été au niveau? Est-ce que Eze a été au niveau? Est-ce que Martinelli a été au niveau? Je considère qu'ils n'ont pas assez servi Gyökeres et du coup, c'est pas forcément lui le plus grand problème, même si j'ai pas aimé son match. Au bout d'un moment, Eze dans cette position, j'ai l'impression qu'il a été essayé 450 fois et qu'en termes de création, c'est toujours une déception ou presque. Et Saka, il a récemment été prolongé pour un montant record, il a le brassard de capitaine, il a 24 ans, c'est un joueur qui a le talent brut pour être un joueur générationnel,
mais il est temps d'assumer ça en fait. Saka, on peut plus le considérer comme un joueur avec un potentiel fou, un joueur qu'on a envie de voir grandir. Non, non, il a 24 ans, il est déjà grand, Saka. Et Saka, en tant que grand joueur qui est déjà grand, on l'attend au cours de ces rencontres, on l'attend pour qu'il fasse les différences. Et j'ai envie de dire que Gyökeres, j'ai des attentes qui baissent au fil des semaines, et c'est un joueur qui n'est pas autosuffisant, mais Saka, c'est vraiment le genre de rencontre où il a une pleine responsabilité quand il n'est pas bon. Donc j'ai été déçu par Arsenal, qui n'a pas créé énormément au cours de cette rencontre. Il va falloir voir le match au retour, mais franchement, les Gunners, c'est parfois blasant. La hype Bodo Glimt n'est pas prêt de se calmer, victoire 3-0 face au Sporting, à domicile, on le sait dans leur stade avec des conditions assez particulières, ils sont redoutables, mais alors là, ce carton offensif, il fallait être prêt et c'est un grand pas vers la qualification qui vient d'être inscrit. Alors les compositions étaient les suivantes, nous allons évidemment parler de Jens Peter Hauge qui en est déjà à 6 buts et 5 passes décisives dans la compétition, monstrueux une nouvelle fois, mais de manière générale toute la ligne offensive de Bodo Glimt a été impériale. Ce que j'aime avec cette équipe, c'est que sur ce terrain ultra rapide, tu es capable de bien mener les phases de transition, t'as jamais aucun doute quand tu es dans les phases de danger et tu as des joueurs qui sont de véritables tueurs. Tu as vraiment une implication des joueurs qui est exemplaire. Physiquement, tu cours bien plus que tes adversaires, mais tu cours pas comme un poulet sans tête, le pressing est coordonné et c'est une équipe où tout le monde fait l'effort et tu as énormément de mouvements. Tu te retrouves avec des blocs qui sont ultra mobiles au cours de la rencontre et c'est une équipe qui est juste asphyxiante. Et moi j'ai envie de parler de Bodo Glimt, j'ai envie de voir cette équipe aller plus loin car au-delà du côté petit pousset qui est évidemment un storytelling qu'on kiffe tous, il y a le côté football un peu authentique en fait avec Bodo Glimt. C'est une équipe qui est ultra plaisante à voir et souvent les petits poussets dans les compétitions européennes, c'est des équipes qui s'en sortent un petit peu contre le cours du match, qui bétonnent un peu, qui arrivent sur des phases de raccro à marquer des buts, mais Bodo Glimt c'est tout l'inverse, au contraire, à chaque fois c'est des démonstrations de football relativement authentiques et franchement, sur les statistiques de la rencontre, on voit la domination s'exprimer très clairement. Alors faudra voir le match retour. Bodo Glimt a tendance à subir davantage quand ils sont pas chez eux, mais rappelons qu'ils ont été chercher un résultat à l'Inter en Italie, donc franchement, le rêve qui se continue, le rêve qui se poursuit, je pense que c'est assez crédible. Il n'y aura pas d'Iran à la Coupe du Monde 2026, c'est pas une décision des organisateurs, les États-Unis ont rappelé qu'ils étaient les bienvenus, mais évidemment c'est pas exactement le sujet, c'est plutôt du côté de l'Iran que ça bloque, le pays a été attaqué par les États-Unis, leur leader suprême a été tué, donc c'est pas la surprise du siècle d'entendre le ministre des Sports dire qu'ils vont boycotter la compétition. C'est un peu comme si on avait des Ukrainiens qui se retrouvaient à devoir participer à une Coupe du Monde en Russie aujourd'hui. Vous vous doutez que ça se passerait pas tranquillement et que diplomatiquement, ce serait pas vraiment envisageable de faire le déplacement et qu'il y aura un boycott qui s'imposerait. Le fait est qu'il va y avoir des conséquences sportives dans ce groupe de la Coupe du Monde. La Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande n'affronteront donc pas l'Iran. Pour le remplaçant, on a plusieurs pistes. La logique, si on respecte les places attribuées à chaque confédération, ce serait d'aller chercher l'Irak. Si c'est pas l'Irak, il y a une possibilité avec le Mexique qui serait le meilleur perdant des barrages intercontinentaux. Mais je vais pas me risquer à trop de pronostics parce qu'on rappelle un truc, c'est que la FIFA peut nous réserver quelques surprises, notamment pour des impératifs commerciaux, et que du coup l'équipe qui pourrait venir en remplacement pourrait être une surprise qui défie la logique, mais en tout cas, pas d'Iran pour cette Coupe du Monde, une nouvelle fois c'est pas la surprise du siècle. Une victoire des homophobes dans le foot, la Ligue de football professionnel a cédé, il n'y aura pas de badge arc-en-ciel comme on a pu le voir la saison passée pour la journée de lutte contre l'homophobie. C'était pourtant un badge qui était relativement simple, t'avais homophobie qui était rayé pour laisser place à football, mais apparemment c'est déjà un petit peu trop pour certains, et il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet parce qu'on va être honnête, la Ligue réfléchit à d'autres dispositifs, mais le fond du problème c'est qu'il y a tellement d'homophobie dans le foot, tristement, que quoi que tu fasses, finalement tu auras toujours des personnes pour râler, pour protester, pour dire que oh mon dieu c'est le signe des lobbies, et franchement c'est assez désolant. Une des solutions envisagées, le journal L'Équipe l'évoque, c'est de faire une grande journée de lutte contre les discriminations au sens large. Tu réunirais l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, mais au bout d'un moment, à mettre toutes les causes au cours d'un même événement, tu les invisibilises en fait, tu en fais aucune comme étant importante. Il faut des journées
journée dédiée, parce que sinon, partant de là, à ces 3 sujets, tu peux ajouter une lutte contre la faim dans le monde, contre la guerre, et pourquoi pas l'utilisation du comics sans MS, qui t'amène absolument tous les fléaux. Bon, évidemment, je plaisante, mais c'est un sujet qui est dramatique, parce que je le redis, la conclusion dans cette affaire, elle est relativement simple. Les homophobes ont gagné, ils ont fait plier la LFP. Terminé pour le journal du jour, je n'ai pas encore rattrapé le match du Real Madrid parce que je pouvais pas voir tous les matchs et autant c'était un des matchs qui m'intéressait le plus, autant du coup je me suis dit que j'allais le voir un petit peu séparé des autres, donc je pense que mon visionnage, j'ai pas encore vu le match au moment où je tourne, va entraîner une envie d'en parler, donc je pense que ce sera le sujet de cet après-midi. J'ai cru comprendre que Valverde avait fait une petite prestation légèrement remarquée et ça tombe bien parce que Valverde c'est un joueur que j'aime bien et je me disais qu'il méritait qu'on en parle, donc peut-être que ce sera sur lui, peut-être que ce sera sur le match au global, peut-être que ce sera sur City également, parce que je dois avouer que moi j'attendais beaucoup City au cours de cette rencontre, j'ai pas creusé, j'ai été très surpris du résultat. Bon, bref, je vais pas en dire plus sur un match que j'ai pas vu, mais du coup il y a des grandes chances qu'on en parle cet après-midi. Je vous souhaite une excellente journée, salut.